Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Pour une immersion plus complète dans le sujet, il convient de se référer au contexte. À la charnière des années 20 et 30, les voitures étaient principalement construites selon le schéma des deux boîtes, la boîte du compartiment moteur et la boîte de l'habitacle étaient assemblées sur un cadre porteur, sur lequel tous les assemblages et unités étaient directement montés. Naturellement, cette conception présentait un certain nombre d'inconvénients qui, il y a 100 ans, n'étaient pas aussi évidents. Tout d'abord, la répartition des masses s'en ressentait, qui pouvait pencher en faveur de l'essieu arrière jusqu'à un rapport de 25:75, à condition que la berline soit entièrement équipée en passager et le coffre en bagages. Cette prépondérance se répercute inévitablement sur la manœuvrabilité. Deuxièmement, les performances aérodynamiques étaient en dessous du socle, ce qui affectait les caractéristiques dynamiques et la consommation de carburant. Dans le contexte du développement rapide de l'aviation, de nombreux ingénieurs l'ont très bien compris. L'un de ces ingénieurs était Carl Brehe, de Chrysler Corporation, qui, inspire par la sensation de détente que procurent les avions de chasse dans le ciel, a envisagé d'intégrer certaines technologies du monde de l'aviation dans la conception de voitures autopilotées. La plupart des concepteurs de l'époque s'efforçaient de rendre l'aspect de leur création aussi rapide et accrocheur que possible. Brehe, cependant, s'intéressait à l'efficacité avec laquelle la voiture surmonterait la traînée atmosphérique comme une épine dans le pied, le fait que les moteurs avances de Chrysler Corporation ne pouvaient pas réaliser pleinement leur potentiel en raison de l'imperfection des carrosseries. Carl se tourne vers un collègue extérieur, William Earnshaw, et lui demande d'effectuer des calculs concernant l'aérodynamique du concept « two-box ». Les résultats sont déconcertants pour tous les deux, il s'avère que les voitures de ces années-là rencontrent moins de résistance à l'air en marche arrière qu'en marche avant. L'orientation des travaux est fixée, après s'être assuré le soutien des concepteurs Fred Zeder et Owen Skelton, Brehe soumet ses idées à Walter P. Chrysler en 1929. Le chef d'entreprise appréciait l'idée et le trio obtient le feu vert pour construire sa propre soufflerie, avec tout le financement nécessaire pour cette entreprise très coûteuse. La seule exigence du patron était le plus grand secret. L'équipe a expérimenté différents contours et formes jusqu'à ce qu'elle se rende compte que l'option idéale était un profil en forme de goutte d'eau qui, en outre, maximiserait l'espace pour les passagers sans compromettre le coefficient de traînée. La maximisation du volume de l'habitacle a donc été ajoutée à la liste des priorités du projet. Après avoir essayé un certain nombre de modèles en bois, l'équipe a créé en 1932 le premier prototype en tôle d'acier, appelé Trifon Spécial. La voiture est radicalement différente de ses contemporaines, capot arrondi à la fois court et large, pare-brise plus incline, phare encastre dans les ailes et descendant doucement du toit jusqu'à la poupe du pare-choc arrière. Chrysler appréciait le résultat, mais Brehe lui-même n'est pas entièrement satisfait. Environ 5 douzaines de variantes ont été essayées et, en janvier 1934, la voiture innovante a été présentée au Salon de l'Automobile de New York. La réaction du public a été contradictoire, comme on pouvait s'y attendre, et les journalistes n'ont pas été pris de convulsions de plaisir, tant l'apparence et la philosophie de la voiture rompaient avec les idées habituelles sur ce que doit être un véhicule. L'Airflow a immédiatement été affublé d'une série impressionnante d'épithètes injurieuses, la nouveauté de Chrysler a été comparée à un scarabée, à un rhinocéros et même au visage d'un voleur avec un bas sur la tête. Mais c'est tout à fait compréhensible, parmi les exemples relativement récents de rejet de la nouvelle voiture, on peut citer la 5 BMW E60, dessinée par Chris Bangle dans la première moitié des années 90. Seule une personne paresseuse ne s'est pas penchée sur son apparence après la première, mais aujourd'hui, la E60 est un youngtimer désirable et une excellente raison de se plaindre du fait que c'était mieux avant, que les narines étaient plus petites et qu'il y avait plus de cylindres sous le capot. Mais revenons à l'Airflow et analysons ses caractéristiques techniques, afin que l'expression « en avance sur son temps » ne soit pas un simple moyen d'augmenter le degré d'expression artistique du texte. La carrosserie porteuse elle-même constituait une avancée incroyable pour le milieu des années 30,
lorsque tout ce qui roulait dans les rues était construit autour du cadre et que le bois était largement utilisé dans les éléments de construction. D'ailleurs, ce n'est qu'au début des années 60 que l'on reviendra à de telles expériences à Détroit, et le fait que l'avenir soit du code des carrosseries porteuses, à partir d'aujourd'hui, ne suscite pas de doute. L'habitacle a été avance d'environ 25 cm par rapport aux autres modèles Chrysler, ce qui a permis d'obtenir une répartition idéale. Du poids à pleine charge 50 sur 50. Ce système sera plus tard appelé Cab Forward. En outre, la berline est entièrement placée dans la base, ce qui a permis d'améliorer la douceur de la conduite et le confort. L'espace intérieur a également été élargi de 13 cm, ce qui permet à 3 hommes adultes de s'asseoir sur chacune des rangées de sièges. Bien sûr, le « sens du coude » n'a pas disparu, mais il s'agit d'un autre atout important dans la tirelire des qualités de performance. La carrosserie étant entièrement en acier, elle était 40 fois plus rigide en torsion que la carrosserie précédente, qui était un ensemble. Deux panneaux d'acier montent autour d'un cadre en bois, nous ne parlons que de la carrosserie, pas de la voiture dans son ensemble. Une autre innovation importante est le pare-brise, qui présente un angle d'inclinaison plus important et se compose de 2 segments. Incline, alors que la norme dans l'industrie de ces années-là est une feuille de verre plate, presque perpendiculaire à la surface du sol. Pour le modèle haut de gamme, l'Imperial Custom, un pare-brise incurve d'une seule piste était également disponible. Au milieu des années 30, pensez Y. Il y avait le choix entre 2, 8, en ligne à soupape de fond d'une capacité de 299 pouces cubes, 4,9 litres, et 324 pouces cubes, 5,3 litres, avec une puissance de 122 à 138 chevaux, couple à une boîte de vitesse manuelle à 3 rapports. Division junior du groupe, De Soto doit se contenter d'un moteur 6 cylindres de 242 cm3, 4 litres, d'une puissance de 100 chevaux. Il existe 4 variantes d'empattement, 3721 mm, 3492 mm, 3251 mm et 3137 mm. Et comme l'aérodynamisme était au centre du projet, les capacités de la voiture devaient être démontrées de manière appropriée. C'est pourquoi la surface du lac Salle asséché de Bonneville a été choisie à cet effet. En août 1934, Harry Hartz, pilote de l'IndyCar, a établi 72 records nationaux de vitesse parmi les véhicules de série. On notera en particulier 95,7 milles par heure, 153 km/h, dans la discipline du Flying Mile, la moyenne arithmétique de 2 tentatives dans des directions différentes sur un parcours d'un mile, et une vitesse moyenne de 74,7 milles par heure, 119 km/h, sur un parcours de 2000 miles. Afin de consolider aux yeux des clients potentiels les avantages de la forme aérodynamique de la carrosserie, Hartz a effectué une course sur le trajet New York-Los Angeles, au cours de laquelle la consommation de carburant a atteint le chiffre impressionnant de 13,1 litres 100 km. La même année, les spécialistes du marketing de Détroit ont réalisé un autre tour de force, pour que personne n'ait l'ombre d'un doute sur la solidité du nouveau design. L'une des voitures a été poussée d'une falaise de 33 mètres devant des caméras vidéo, après quoi elle a pu quitter le lieu du tournage par ses propres moyens, et de plus, toutes les vitres étaient intactes et les portières fonctionnaient. Bien que le public conservateur ait été effrayé par ce design révolutionnaire, il y avait suffisamment de personnes prêtes à toucher au futur dès aujourd'hui. Mais leur nombre a rapidement diminué parce que Chrysler Corporation n'a pas réussi à augmenter le volume de production à temps. On dit que la première de la voiture a eu lieu 1 an plus tôt que prévu, la direction de Chrysler Corporation craignait d'être dépassée par les concurrents de General Motors avec leur vision du concept de la ligne aérodynamique. C'est pourquoi il n'a pas été possible de préparer les installations de production pour le lancement à grande échelle du modèle. Si les plans de la direction prévoyaient la sortie de 35 000 unités de l'usine de Highland Park la première année, en fait, en 1934. Seuls 10 839 exemplaires en trouvent preneur, et d'année en année, les chiffres ont eu tendance à baisser. En plus des idées audacieuses qui sous-tendent l'Airflow et de l'accueil sceptique de son public cible, ce dernier s'est vu sévèrement réduit lorsque la voiture a été commercialisée au beau milieu de la Grande Dépression. L'Airflow était tout simplement trop avant-gardiste pour un public conservateur et frappe par la dépression, écrivait le magazine. Redondant, AMP, traque 20 ans après l'arrêt de la production de l'Airflow. Moins de 30 000 voitures seulement ont été produites entre 1934 et 1937, et le modèle tombe dans l'oubli en 1937. Le fiasco de l'Airflow, avec en toile de fond la volonté de rendre la vie plus confortable, plus sûre et moins chère pour les personnes.
À l'intérieur des véhicules, a longtemps découragé les patrons de Chrysler Corporation de regarder au-delà de l'horizon. Surtout si l'on considérait la quantité d'investissement et de travail d'ingénierie nécessaire à la concrétisation de cette idée. Il était beaucoup plus facile et économiquement plus rentable de ne pas devancer la locomotive du progrès et de donner aux clients ce qu'ils comprennent et ce à quoi ils sont habitués. Cette situation a perduré jusqu'en 1955, lorsque le talentueux designer Virgil Exney arrive à la direction avec le programme Forward Look, qui est finalement devenu l'un des principaux piliers du baroque de Détroit. Mais cela, c'est une autre histoire. PS. En 2022, au Salon de l'Automobile de New York, un concept de crossover électrique Chrysler Airflow a été présente, qui s'éloignait le plus possible, tant extérieurement qu'idéologiquement, de son ancêtre. Mais cette voiture relativement moderne, littéralement truffée de références aux héros de notre récit, a été produite avec succès par le groupe pendant 2000 ans. Elle s'appelait Chrysler PT Cruiser. En conclusion, le Chrysler Airflow représente une véritable avancée technologique qui, malheureusement, n'a pas trouvé l'écho qu'elle méritait dans l'Amérique de son époque. Son design aérodynamique novateur et ses caractéristiques avant-gardistes témoignent d'une vision futuriste que peu de contemporains ont su apprécier. Alors que le monde automobile évoluait vers des formes plus fonctionnelles, l'Airflow nous rappelle l'importance de l'innovation et de l'audace dans la conception. Il est essentiel de reconnaître que parfois, les idées les plus brillantes peuvent être en avance sur leur temps, et le Chrysler Airflow en est un parfait exemple.